Une visite qui lui tient à cœur, Philippe Bette, et il doit peut-être y penser maintenant, là, au moment même où on voit arriver l'avion qui va bientôt se ranger sur le tarmac à Ensheim. Oui, le Saint-Père évoquait tout à l'heure sa visite aux institutions européennes. Nul doute que cette visite au Conseil de l'Europe tout à l'heure et mardi matin au Parlement européen interviennent à point nommé pour rappeler au monde la vocation européenne de Strasbourg. Même si Bruxelles dénonce volontiers l'enclavement de la ville alsacienne et la faiblesse de ses liaisons aériennes avec les autres grandes cités européennes. De gros progrès ont été accomplis en ce domaine ces dernières années, notamment grâce aux efforts de l'État français et notamment depuis l'instauration d'un régime de ville ouverte, pour l'aéroport international de Strasbourg-Ensheim. Ce nouveau statut dispense les compagnies aériennes des pays de la communauté européenne de demander des droits de trafic pour l'ouverture de nouvelles lignes avec Strasbourg. Voilà, les personnalités présentes s'acheminent vers l'avion de Sa Sainteté Jean-Paul II, François Mitterrand, Roland Dumas et le chef du protocole, Henri de Coignac. L'échelle de coupée est amenée jusqu'à l'appareil. Normalement, selon le protocole, le cardinal de Courtrai, archevêque de Lyon, président de la conférence épiscopale, le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, monseigneur Antonetti, nonce apostolique, et monseigneur Brandt, archevêque et évêque concordataire de Strasbourg, président de la région apostolique, devrait monter à bord de l'appareil pour saluer le Saint-Père à son arrivée sur le sol alsacien. Voilà. Les 4 prélats dont je vous parlais montent effectivement. Ainsi, celui qu'on surnomme gentiment le randonneur de la foi, ou encore le pape globe-trotteur, ainsi Jean-Paul II va-t-il fouler officiellement pour la 4e fois le sol français. 2 ans presque jour pour jour après son voyage à Lyon, c'est François Mitterrand, là encore, qu'il attendait le 4 octobre 86 à sa descente d'avion sur l'aéroport de Lyon-Bron. On peut se demander qu'est-ce qui fait ainsi cheminer Jean-Paul II de par le monde. Pourquoi depuis 10 ans met-il tant d'ardeur et de hâte à parcourir la planète? 39 voyages officiels hors d'Italie depuis son élection pontificale le 16 octobre 1978. Celui qu'il entame aujourd'hui est très exactement le 40e. Jean-Paul II aura ainsi passé presque une année entière loin de Rome, soit 1/10 de son pontificat. Voilà apparaît Jean-Paul II sur l'échelle de coupée. Un superbe sourire, il a l'air content de retrouver l'Alsace puisque ça n'est pas la première fois qu'il y vient. Jean-Paul II qui salue François Mitterrand. Les 2 hommes se connaissent bien. Voilà, président Mitterrand, monsieur Dumas, monsieur Roche, monsieur Chirac, monsieur Théo Braun, la seule personnalité alsacienne du gouvernement, monsieur Madi Hassen, le préfet de région, monsieur Jean-Bernard Raymond, le nouvel ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, le maire d'Ensheim, voilà, monsieur Marcel Roudloff, sénateur maire de Strasbourg, président du conseil régional, monsieur le général d'armée Frenbeck, commandant la première armée, monseigneur Lustiger, le cardinal de Courtrai, tous ravis de savoir le pape à nouveau en terre alsacienne.
Oui, on peut se demander si tous ces déplacements à l'étranger, ce n'est pas un peu trop pour cet homme de 68 ans, certes robuste, mais ébranlé il y a 7 ans par un très grave attentat qui le fit vaciller sur la place Saint-Pierre. Ces déplacements rapprochés, souvent lointains, sont-ils vraiment nécessaires? Eh bien, Jean-Paul II le croit. Quand on lui pose la question, Karol Wojtyla rappelle qu'il fut évêque avant d'être pape et qu'à l'époque déjà, il attachait une importance toute particulière à la visite de ses paroisses polonaises. Le président de la République et sa sainteté, le pape Jean-Paul II, se dirigent vers le podium qui se trouve à l'entrée du pavillon d'honneur. Mais d'abord, l'hymne pontifical. Exécution maintenant de l'hymne national dont je vous rappelle qu'il fut composé ici à Strasbourg par Roger de Lille. La Marseillaise fut effectivement composée à Strasbourg par Roger de Lille et cet hymne national fut interprété pour la première fois sur la place Broglie. Le chef de l'État et le souverain pontife vont maintenant se diriger vers le podium, mais auparavant, de jeunes enfants en costume alsacien vont remettre un bouquet au Saint-Père. Philippe, j'entends à travers les ambiances d'Ensheim, je dirais des cris enthousiastes. Effectivement, le Saint-Père est ovationné par les groupes de jeunes, il y en a, et d'adultes qui se sont rendus à Ensheim, encore que les accès aient été très strictement contrôlés. Donc, effectivement, il n'y a peut-être pas eu le monde que l'on pouvait attendre à Ensheim pour des raisons de sécurité. Il semble y avoir une certaine chaleur dans l'accueil, je dirais. Voilà. Des enfants en costume folklorique, des enfants de l'école primaire de Geisbolsheim, c'est une petite commune qui se trouve dans la périphérie strasbourgeoise et qui remettent donc un bouquet de fleurs en signe de bienvenue à sa sainteté Jean-Paul II. Le geste est réitéré également pour le président de la République. Jean-Paul II, on le verra également d'ailleurs plus tard à la Méno, où on vous retrouvera d'ailleurs ce soir, a toujours pris très attention aux enfants. Et il s'attarde toujours lorsque c'est nécessaire auprès des enfants. Tout à fait, on voit qu'il a pris le temps de leur parler, donc il a un regard à ce moment-là qui prend vraiment en compte celui qui s'adresse à lui. Voilà, le président de la République et le Saint-Père
qui se dirige vers le pavillon d'honneur. C'est l'heure maintenant des allocutions de bienvenue. Très Saint-Père, voici que pour la 3e fois, j'ai l'honneur de vous accueillir sur le sol de France. Mon pays se réjouit de cette nouvelle visite qui la flatte, qui le flatte, et par ma voix vous souhaite la bienvenue. Vous allez parcourir l'Alsace et la Lorraine, provinces françaises, où s'inscrit la trace de nos guerres à nous Européens. Guerres qui, là, plus qu'ailleurs peut-être, ont laissé leur empreinte, ou plus qu'ailleurs aussi, s'accomplit et se vit la réconciliation à jamais scellée, je le pense, de deux peuples voisins, peuples frères, si longtemps ennemis. La ville où nous nous rencontrons est une capitale. Elle en a la vocation, la fonction, le prestige. La géographie l'a désignée et les hommes qui l'habitent façonnés pour une grande histoire. Aimée, disputée, marquée par deux formes d'une civilisation puisée aux mêmes sources, elle raconte mieux que tout autre ce que fut, ce que devient, ce que sera l'Europe, l'Europe très Saint-Père, qui vous reçoit ici chez elle. Les institutions communes ou communautaires qui y siègent et vous attendent en ce jour avec joie ont toutes pour mission de donner corps et vie aux rêves anciens qui, au pire de leur déchirement, visitaient l'âme de nos peuples, le rêve d'unité. Saluons en cet instant la mémoire des bâtisseurs qui, il y a moins de 40 ans, ont su concevoir et entreprendre l'étonnante aventure qui rassemble aujourd'hui les 12 pays de la communauté et les 22 pays du Conseil de l'Europe, soit plus de 400 millions d'êtres humains. Est-il besoin plus fort, nécessité plus rigoureuse, œuvre plus difficile pour chacun d'entre nous que la recherche de sa propre unité? Il en va de même des nations. On mesure dès lors l'ampleur de la tâche qui nous attend, nous qui voulons dépasser les frontières pour aller vers l'unité d'un continent. Car si nous nous appliquons pour le siècle qui vient à construire une nouvelle démocratie, un nouveau droit public, un nouveau corps social, une nouvelle dimension en toutes choses pour la part d'Europe qui est nôtre. Nous n'oublions pas qu'au bout du compte, c'est de l'Europe tout entière, dans sa réalité physique, spirituelle, culturelle, qu'il s'agit. Les hasards de l'histoire et le destin fixé par les deux guerres mondiales aux peuples européens aujourd'hui séparés par des systèmes rivaux n'ont pas à prévaloir sur une réalité plus profonde qui, au-delà de tout, reste présente, vivante et qui commande la suite des temps. Cela, vous le savez mieux que personne. Très Saint-Père, vous qui croyez à l'universel,
et le servez. Tout se tient sur notre étroite planète. La construction communautaire qui pierre à pierre s'édifie, et d'abord à Strasbourg, sa capitale, dessine les fondements d'une œuvre plus vaste encore. Un certain type de relations humaines s'y forme, qui déjà s'élargit à d'autres dimensions. L'Europe est la paix, l'Europe est le tiers-monde, l'Europe des droits de l'homme. Votre présence parmi nous apporte le haut témoignage d'un homme, d'une pensée, d'une foi qui contribue puissamment. Les mots les plus simples vous le diront. Bienvenue en France, terre d'Europe, très Saint-Père. Monsieur le Président, pour la 4e fois depuis le début de mon pontificat, j'ai l'honneur et la joie d'être accueilli à nouveau aujourd'hui sur le territoire de la République française. J'étais très sensible à vos paroles de bienvenue et surtout au fait que vous ayez tenu à venir personnellement à ma rencontre au moment où j'entame cette brève visite aux institutions européennes établies à Strasbourg et aux 3 diocèses de Strasbourg, Metz et Nancy. À travers votre personne, c'est tout le peuple français que je souhaite ici saluer, en me souvenant de rencontres précédentes qui m'ont conduit notamment à Paris, à Lourdes et à Lyon. Entre la France et le Saint-Siège, les liens sont si étroits et si anciens que je n'ai pu que me réjouir de cette nouvelle rencontre d'aujourd'hui et des prochains jours. La France a le privilège d'accueillir à Strasbourg 2 des institutions majeures qui se sont donné les nations européennes depuis la dernière guerre mondiale. Le Conseil de l'Europe, avec la Commission et la Cour des droits de l'homme, qui regroupe 21 pays d'Europe occidentale. Et le Parlement européen, élu au suffrage universel direct par les citoyens des 12 pays de la communauté. L'antique cité de Strasbourg, qui fête cette année le 2e millénaire de sa fondation, symbolise par son histoire la volonté de promouvoir l'identité européenne dans la réconciliation des nations de ce continent et la construction d'un avenir de paix et de coopération. Universelle par sa nature, l'Église catholique qui réunit dans une même famille spirituelle